Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions écho ce soir, la corruption. Car niveau scoring, selon le laboratoire d'idées de lobby américain The Heritage Foundation et son indice de perception de la corruption, eh bien le Maroc régresse. Classé 81e sur 178 pays, soit 6 places de perdu en un an. Et sur les 10 dernières années, le Maroc fait du surplace et peine à sortir de la catégorie de corruption endémique. Pour nombre d'observateurs internationaux, le problème viendrait d'une analyse ou d'une approche du phénomène trompeuse. Elle ne permettrait pas, selon eux, toujours, d'identifier plusieurs déterminants importants de la corruption et des défaillances apparentes de la gouvernance. Et qui dit diagnostic erroné dit perte de temps et de ressources dans des programmes qui portent peu, voire pas, leurs fruits dans la lutte contre ce fléau qui mine notre économie et ébranle la confiance entre le citoyen et l'exécutif. Dans le même propos, sachez que la Chambre des représentants a adopté mardi 23 mars à l'unanimité en deuxième lecture le projet de loi 4619 relatif à l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. Et c'est dans ce contexte que l'unité de moralisation de la vie publique et de la lutte contre la corruption, rattachée au chef du gouvernement, entame une campagne de communication explicative sur les enjeux et les actions à entreprendre pour en finir avec cette problématique de la corruption. Et c'est dans ce cadre que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Hassan Dabchi, conseiller du chef du gouvernement en charge de la moralisation de la vie publique et de la lutte contre la corruption. Bienvenue à toutes et à tous. Et avec nous depuis Rabat, M. Hassan Dabchi, que je rappelle qui est conseiller du chef du gouvernement en charge de la moralisation de la vie publique et de la lutte contre la corruption. Bonsoir Hassan Dabchi. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. Je rappelle également que vous êtes bien sûr un expert international en criminologie économique et financière. Vous êtes membre de l'Institut américain de lutte contre la criminalité économique et de gouvernance, également membre de l'Institut français des auditeurs et consultants internes et également auteur de plusieurs tribunes, dont celle-ci qui date de juillet 2017. Et je vous cite et vous reprends vos mots dans ce sens. Le contexte actuel rend plus que nécessaire la lutte contre ce mal qui ronge notre pays. La volonté politique a beau être là, elle se fracassera immanquablement sur l'absence de résultats. Sans effort rapide pour concrétiser, rendre visible la lutte contre la corruption, la voix du gouvernement restera inaudible et rien ne sera suffisant pour reconquérir la confiance perdue. Combattons la corruption et rétablissons le respect du droit. Le reste suivra naturellement. Fin de citation. Si vous le permettez, Hassan Dabchi, retour au contexte d'aujourd'hui, inédit que nous vivons. Pourquoi avoir choisi ce timing pour remettre le sujet de la corruption au cœur des débats et de la volonté de la primature à sensibiliser l'opinion publique ? Je vous remercie beaucoup, madame, pour d'abord de me recevoir et d'aborder un sujet extrêmement important pour les citoyens. C'est un des soucis permanents, je dirais, et quotidiens de la rue et, bien entendu, du gouvernement. Alors, je vous remercie également d'avoir cité cet article qui date de 2017. Alors, entre 2017 et aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. C'est exactement, vous avez choisi la très bonne date. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. La corruption ne date pas d'hier, vous le savez très bien. Hein, depuis des siècles, elle est là. Mais ce qui est nouveau, c'est que pour la première fois dans l'histoire du Maroc, le programme gouvernemental inclut la lutte contre la corruption et la moralisation de la vie publique. C'est quand même assez, c'est très important. C'est la première fois que cela existe dans notre pays. On ne le souligne pas assez. Deuxième chose, c'est la première fois que le Maroc se dote d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption étalée sur 10 ans. Donc cela dépasse un mandat ou des visées purement politiques ou autres. C'est une stratégie fondée sur 5 piliers.
5 piliers qui c'est très important à connaître. C'est la prévention, la gouvernance, la communication, l'éducation et la répression. Et j'ai fait exprès de parler de la répression à la fin. Pourquoi ? Parce que cette stratégie contient à peu près 200 actions précises qui englobent à peu près 73% de prévention, d'actes de prévention, de mesures de prévention. Parce qu'il faut expliquer une chose. Pour le citoyen, malheureusement, c'est tout à fait normal, la lutte contre la corruption se limite à la répression. Non. La lutte contre la corruption, c'est d'abord la prévention. D'abord, bien sûr, la répression, parce que la Constitution de 2011, voilà une grande nouveauté aussi pour le Maroc, a institutionnalisé la reddition des comptes, a mis en place des institutions constitutionnelles qui sont là pour lutter contre la corruption, dont vous en avez cité une, qui est l'instance de lutte contre la corruption, et on peut aussi citer le Conseil de la concurrence. Donc, il y a eu de grandes avancées. Cette stratégie comporte 10 programmes. Chaque programme est chapeauté par un ministre et travaille avec d'autres ministres, évidemment, et des commissions techniques. Alors, cette stratégie a mis en place ce qu'on appelle le Conseil national anticorruption, qui est présidé par le chef du gouvernement lui-même et qui se réunit très régulièrement pour faire le point sur ses actions. Évidemment, le Covid a changé un petit peu les choses. Alors en parlant de Covid, oui. Etc. Mais en parlant de Covid, on s'attendait, avec les mesures sanitaires, on s'attendait à une baisse de la corruption, notamment avec la digitalisation de plusieurs procédures administratives. Or, le Maroc a perdu des places dans le classement mondial de la perception de la corruption. Est-ce un constat d'échec selon vous ? Alors, je vais vous expliquer. C'est l'environnement qui définit le degré de corruption. Je m'explique. C'est ce qu'on appelle en criminalité économique et financière le triangle de la fraude. Le triangle de la fraude, un triangle à 3 sommets. Le premier sommet, c'est pour qu'il y ait corruption, pour qu'il y ait un environnement favorable à la corruption, il faut 3 conditions. Le premier sommet, c'est qu'il faut qu'il y ait une pression. Généralement, elle est financière. Et tout le monde a une pression financière. Mais cela ne suffit pas. Ce n'est pas parce que j'ai une pression financière, j'ai un besoin financier, que je vais aller vers la corruption. La corruption avec un grand C, ça veut dire au sens onusien du terme, qui ne comprend pas que les pots de vin. Elle comprend le trafic d'influence, les détournements, le conflit d'intérêts, etc. Alors, ça c'est la première des conditions. Le deuxième sommet de ce triangle, c'est l'opportunité. Pour que je puisse passer à l'acte, moi, fonctionnaire ou dans le privé, la corruption existe aussi dans le privé, j'ai besoin d'une opportunité. D'accord ? L'occasion fait le larron, comme on dit. D'accord ? Alors, cette opportunité, c'est quoi ? C'est des faiblesses dans le contrôle interne, par exemple. Un des exemples. Le contrôle interne, qui est faible, avec des outils de contrôle faibles, favorise la corruption. Mais même avec ça, selon la criminalité économique et financière, j'ai à peu près que 10% globalement, je parle en moyenne générale mondiale, 10% des gens qui vont passer à l'acte. 90% qui vont passer à l'acte, 10% seulement ne vont pas passer à l'acte, même s'ils savent qu'il y a l'occasion de frauder ou d'être corrompu. Qu'est-ce qu'il faut ? Et ça, c'est le troisième sommet du triangle de la fraude. C'est ce qu'on appelle la rationalisation. La personne qui a la pression, qui a l'opportunité, va essayer de rationaliser son acte. Il va se dire, la rationalisation, c'est quoi ? C'est une attitude psychologique de la personne qui va se dire, bon, après tout, qui va me punir ? Personne. Après tout, tout le monde le fait. Pourquoi pas moi ? Etc. etc. Vous voyez donc, c'est ça la corruption. C'est ça quand je disais, il faut le comprendre. Il faut comprendre pourquoi on a la corruption. Donc, toute la lutte contre la corruption est construite sur ces 3 sommets. Ça veut dire
diminuer la pression financière, donc ce n'est pas uniquement augmenter les salaires, évidemment. Bon, on ne peut pas les augmenter indéfiniment, il y a des limites, mais payer dignement les gens, avec d'autres avantages, etc. Enfin, alléger la pression, éliminer ou réduire au maximum les opportunités de fraude. Très bien. En mettant en place des procédures, des lois, c'est ce que le pays est en train de faire, un arsenal juridique, etc. Et faire en sorte que l'individu ne rationalise plus négativement son acte. Donc, du coup, est-ce que c'est pour cela que, malgré tout l'arsenal juridique et autres actions du gouvernement, bien sûr, des actions ont été entreprises, mais force est de constater qu'il y a beaucoup d'échecs. Est-ce que vous pensez que gouvernance, répression, communication, prévention, formation, est-ce que ce pentagone, comme on parle de forme géométrique, est-ce que ce pentagone est toujours efficace au vu des particularités d'abord du Maroc et puis de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Alors, écoutez, c'est une question fondamentale de savoir ce qu'a fait le gouvernement, parce qu'en fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a fait depuis que la stratégie est là, depuis ce fameux pentagone dont vous avez parlé. Je vous remercie d'avoir fait ce parallèle avec le triangle de la fraude, parce que justement, ce pentagone est construit sur cette pyramide du triangle de la fraude. Bien, alors, on ne peut pas dire actuellement que c'est un échec, parce que je vais vous donner des chiffres. Si on prend l'indice de perception de corruption, qui est la référence actuellement, nous n'avons pas d'autres vraiment pour le moment, donc on suit cet indice. Si je vous... En 2012, n'oubliez pas, je parle de la notation, nous étions notés 36 sur 100. Ah, 36, plus on est proche de 0, plus le pays est corrompu, et plus on est proche de 100, et moins le pays est corrompu. Donc, pour expliquer aux citoyens un petit peu comment ça se passe. Alors, en 2012, nous étions à 36, notés 36 sur 100 ou 3,6 sur 10. Mais nous avons fait beaucoup d'efforts. À partir du moment où la stratégie a été mise en place, nous avons mis 2 ans à mettre en place une stratégie avec les benchmarks internationaux, avec des cabinets internationaux, et nous sommes pratiquement aux grands standards internationaux. En 2017, la stratégie a commencé à être mise en œuvre. Donc, nous sommes montés en 2018 à 43 sur 100. 43, pour vous situer un petit peu, c'est la moyenne mondiale donnée par l'instance, par Transparency International, qui note à peu près 180 pays tous les ans. Hein. Donc, on est passé. Pourquoi d'abord on a amélioré ça? Parce que justement, il y avait une stratégie avec beaucoup de projets de loi, entre autres, beaucoup de projets d'action, etc. Nous avons commencé à mettre en place un certain nombre d'actions, de mesures dont vous avez dû sentir les effets en tant que citoyenne. Juste un ou deux exemples. Il y a quelques années, je me permets de vous interrompre, Hassan Dabchi. Je me permets de vous interrompre. Mais alors, si moi, en tant que citoyenne, moi, en tant que journaliste, je relais aussi c'est ce qui revient souvent sur les réseaux sociaux, qui est aujourd'hui un peu la voix de ces citoyens marocains. On n'a pas l'impression, on ne sent pas qu'il y a un réel changement dans cette perception de la corruption qui vient de chez nous. Il ne s'agit pas d'indice international. Oui, alors je vous explique. La lutte contre la corruption est un long processus, c'est un très long processus. Les effets ne se font pas ressentir très rapidement. Savez-vous que le Royaume-Uni, qui est un des pionniers dans la lutte contre la corruption, a voté sa première loi anticorruption en 1889. Et je dis bien 1800 et non pas 1900, 1889. C'est la première loi anticorruption qui a été mise en œuvre. Et là, je comprends les citoyens. Les citoyens ont des problèmes urgents, des besoins urgents. Mais la politique a besoin de temps. La stratégie a besoin de temps pour digitaliser, pour numériser, pour faciliter les procédures. Nous avons maintenant une loi qui vient d'être votée sur la simplification des procédures. Oui. On a déjà commencé à mettre en œuvre. D'ailleurs, on a digitalisé 455 procédures. Oui. Vous avez maintenant des plateformes pour vous plaindre, vous avez un numéro vert.
Vous avez Shikaya.ma, il y a 36 000 plaintes qui ont été déposées en pratiquement une année et demie. Il y a une procédure maintenant pour suivre ces plaintes-là. L'administration est obligée de répondre à vos répondre. Excusez-moi, il y a aussi le numéro vert qui est très important. Nous avons, vous savez, beaucoup de choses ont changé. La reddition des comptes, il n'y a plus d'intouchables maintenant dans le pays. Et vous le savez très bien, il suffit de lire les journaux tous les jours. Vous avez des magistrats poursuivis, des parlementaires poursuivis, des policiers poursuivis, il y a des hauts fonctionnaires poursuivis. Et je pense qu'il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Actuellement, au moment où je vous parle, nous avons, et encore j'ai des statistiques qui datent de quelques mois, 700 personnes poursuivies pour criminalité économique et financière. Quand vous, excusez-moi de ne pas être tout à fait d'accord avec vous, il n'y a pas d'échec. Pourquoi ? Parce que le gouvernement intervient dans la durée. C'est un processus irréversible. Quand Sa Majesté, le roi, que Dieu l'assiste, chaque fois, pratiquement dans chacun de ses discours, il parle de lutte contre le façade, contre la corruption, de reddition des comptes. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de volonté politique, mais entre la volonté et les actes, vous savez, il y a tout un processus. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Nous sommes en train de démanteler un environnement favorable à la corruption et de le remplacer petit à petit par un autre environnement qui favorise moins la corruption, avec des objectifs précis. En 2025, nous attendons à atteindre, nous sommes optimistes, à atteindre, disons, 60 sur 100, alors qu'aujourd'hui, nous sommes, vous l'avez rappelé, à 41. Mais ce n'est pas un échec. Pourquoi ? Il faut expliquer, je crois, aux citoyens comment ça se passe. L'indice de perception de la corruption, comme son nom l'indique, il s'agit de perception. Comment les gens perçoivent la corruption. C'est important, bien entendu. Il est produit par une organisation non gouvernementale qui s'appelle Transparency International, qui a été fondée en 1994 à Berlin par 3 personnes, dont 2 cadres de la Banque mondiale et un ancien directeur des agences d'enseignement américains. Comment elle est financée ? Elle est financée par l'Union européenne, par l'USAID, par des organisations gouvernementales et non gouvernementales, par des entreprises, par des particuliers, etc. Alors, comment nous sommes notés ? Cette organisation ne nous note pas directement. Elle s'appuie sur 13 agences privées de notation dans le monde, qui sont essentiellement situées d'ailleurs au Royaume-Uni, enfin, je dirais en Europe, et qui, chacune selon un angle donné, va donner une notation. Elle s'appuie elle-même sur des experts, et personne d'ailleurs n'est jamais venu nous voir de cette agence. Il s'appuie sur uniquement des enquêtes faites auprès de à peu près 3000 personnes chaque année. Vous avez parlé d'un objectif à l'horizon 2025. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut déjà établir le coût ? On parle de 5% du PIB, mais établir le coût et comment on va réduire ce coût ? Est-ce qu'on dispose au Maroc d'instruments, de mesures pour mesurer cela et pour donner peut-être un objectif chiffré ne dépendant pas d'agences internationales? Alors, vous avez abordé là un sujet extrêmement intéressant et je vous en remercie, madame. C'est le coût de la corruption. Il est évident, que, comme son nom l'indique, la corruption, généralement, elle est cachée, dans une grise ou sombre, je dirais. Donc, il est difficile à estimer le coût, mais il y a un chiffre qui revient souvent, c'est celui de la Banque mondiale, qui estime le coût de la corruption dans le monde, c'est une moyenne mondiale, à 5%. Il y a un autre chiffre qui nous intéresse également, c'est celui de l'Union européenne. Elle estime le coût de la corruption dans l'Union européenne à 7%. 5% du PIB, il y a de quoi doubler la capacité hospitalière du Maroc tous les ans. Il y a de quoi doubler les salaires de la fonction publique tous les ans. Bien entendu, si on éradique la corruption. C'est l'équivalent du budget de l'éducation nationale. Ça veut dire qu'il y a de quoi doubler le budget de l'éducation nationale, de permettre à nos enfants d'aller dans des écoles publiques
public sûr, avec un très bel avenir, de permettre les soins à tous les Marocains gratuitement, etc. etc. Donc c'est un coût. La corruption tue. La corruption tue. C'est un crime. Hassan Dabchi, combien ça coûte aux contribuables? C'est un crime contre la patrie. Combien ça coûte aux contribuables? C'est ce que je viens de vous dire. Donc ça coûte un accès limité aux services publics. Alors, je vais vous... Alors, écoutez. Quand on mesure la lutte contre la corruption, on la mesure évidemment d'une manière globale. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que la corruption est un obstacle à l'investissement. D'abord, elle est un obstacle à l'investissement. Pourquoi? Parce que les transactions ou l'investissement coûtent jusqu'à 20 fois plus cher que s'il n'y avait pas de corruption. Parce que l'entrepreneur est obligé, pour avoir des facilités, pour avoir un permis de construire, pour avoir un réseau d'assainissement, etc., de soudoyer les gens. Donc, c'est un frein à l'investissement aussi bien local qu'international. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Si l'entrepreneur est obligé chaque fois de payer pour avoir un marché ou pour avoir des services, qui va payer la facture? L'entrepreneur va d'abord augmenter les prix, ou alors ne pas payer ses impôts. Je réponds un peu à vos questions. C'est l'évasion fiscale. Il va également nous fournir des produits de moindre qualité. Il va nous facturer. Prenons le cas, un cas extrêmement simple. Si un lit d'hôpital coûte, je dis n'importe quoi, 5 000 dirhams. Okay. Et si le ministère de la Santé est obligé de l'acheter à 8 000 dirhams parce qu'il y a eu ce qu'on appelle l'entente de marché, par exemple, ça fait 3 000 dirhams par lit en moins pour l'État qui aurait pu l'investir dans des hôpitaux, etc. Et le citoyen, vous savez, la lutte contre la corruption n'est pas l'apanage, n'est pas l'exclusivité du gouvernement. Je crois que M. Latmani l'a dit il y a quelques mois, notre chef du gouvernement a bien précisé que c'est l'affaire de tous les Marocains. Nous devons tous nous unir contre ce fléau, contre ce virus. Et ce virus, nous connaissons les gestes barrières et nous connaissons le vaccin. Oui. Le geste barrière, c'est évidemment la reddition des comptes. Le vaccin, c'est la gouvernance. Voilà. Et ces deux aspects viennent d'être démontrés par les dernières décisions de Sa Majesté, qui a rappelé, en nommant les hauts responsables des postes extrêmement importants, en rappelant la reddition des comptes et la gouvernance. C'est un sujet qui revient très, 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 très souvent. Nous ne pouvons pas lutter contre la corruption sans une bonne gouvernance et sans la reddition des comptes. Et la reddition des comptes doit commencer par ceux qui doivent nous donner l'exemple. Vous savez, au Maroc d'aujourd'hui, on ne peut plus, c'est devenu inacceptable, on ne peut plus pratiquer la politique sans morale. Oui. On ne peut plus s'enrichir sans effort. On ne peut plus faire des affaires sans principe. C'est fini, c'est une autre période qui commence pour le Maroc. Hassan Dabchi, pour citer votre... Je demande aux citoyens de nous aider. Très bien. Et justement, vous demandez aux citoyens de vous aider, surtout au secteur privé, pour citer vos mots, encore une fois, dans un autre billet qui, lui, date de quelques jours seulement. Vous comparez le secteur privé à un acteur du gouvernement. Alors, un système qui est gangréné de corruption selon les instances internationales, il n'est tout simplement pas compétitif, d'être honnête. Le système peut-il être transformé ou en d'autres termes, Hassan Dabchi, quelle moralisation possible pour combattre cette normalisation de la corruption aujourd'hui, et notamment dans le secteur privé? Très bien, excellente question. Je vous remercie parce que je vois que vous connaissez très bien le sujet et ça me fait énormément plaisir. Je le dis, je le répète, le gouvernement seul, sans l'appui du secteur privé, sans la société civile, ne peut pas lutter contre la corruption tout seul. C'est pour ça que dans notre stratégie, d'ailleurs la stratégie n'a pas été faite par le gouvernement tout seul. On y a inclus, on y a inclus la société civile, on y a inclus toutes les institutions, absolument toutes les institutions constitutionnelles.
Et on y a inclus le secteur privé. D'ailleurs, un des 10 programmes est mené par le secteur privé. Le secteur privé est un partenaire absolument fondamental dans la lutte contre la corruption. Et je pense que comment le secteur privé peut nous aider? En mettant des normes anticorruption dans les entreprises. Vous savez qu'il y a maintenant une norme, ISO 37001, qui donne les références aux entreprises pour mettre un système anticorruption, en attendant que les lois qui sont en cours d'étude passent. Vous savez, beaucoup de choses vont changer au Maroc. On a parlé de la loi de l'INPLC, de l'instance de lutte contre la corruption, qui vient d'être votée. C'est un grand pas en avant, mais nous attendons d'autres. Vous savez, des jours sombres attendent les criminels en col blanc. Il y a la loi sur l'enrichissement illicite qui passera, sous une forme ou une autre. Elle passera, elle est dans le pipe. La loi sur le conflit d'intérêts. La procédure pénale, le code pénal est en train d'être refondu pour... Quelle est la principale action la principale mesure du code pénal? C'est l'augmentation des sanctions sur les crimes économiques et financiers. Et ça, c'est absolument fondamental. Il y a aussi la protection des lanceurs d'alerte. Nous avons une loi qui date de 2011, mais elle protège les témoins et non pas les lanceurs d'alerte. Mais tout ça, c'est dans le pipe et ça va bientôt sortir. Nous avons la charte des services publics. Nous avons la loi sur la simplification des procédures. Je vous ai parlé des 455 procédures qui ont été numérisées et qui vont éviter le contact entre le citoyen mais c'est pas... Attention, tout ce que je dis là, ce n'est pas la fin. Ce n'est même pas le commencement de la fin, mais c'est la fin du commencement. C'est la fin du commencement, pour reprendre la formule de l'ancien Premier ministre Churchill. Nous devons bâtir le nouveau modèle de développement ensemble. Nous devons donc adhérer à ce contrat social que je viens de décrire depuis tout à l'heure. Merci beaucoup. Nous devons y aller tous ensemble. Et nous pouvons le faire. Le Maroc l'a montré. Nous avons pu fabriquer des masques en très peu de temps, alors que d'autres pays occidentaux n'ont pas pu le faire. Nous avons pu fabriquer des respirateurs, etc. Quand les Marocains sont soumis à des challenges, ils savent relever le défi. Et je crois que nous allons relever ce défi. Merci beaucoup. Vous avez cité Churchill, je citerai JF Kennedy. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Merci beaucoup, Hassan Dabchi, d'avoir répondu à nos questions. Exactement. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.